donc je suis coach et puis maman de 4 enfants qui sont connectés. Donc on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur le multimédia, écran et conflit, et puis de réfléchir sur le potentiel écran et quel type d'accompagnement on peut avoir pour ce potentiel. Donc dans un premier temps, on va définir ce que c'est que le potentiel. Le potentiel, ce sont des capacités, c'est une puissance qui peut être donnée par les écrans et le multimédia. Et dans un deuxième temps, on va voir en quoi le potentiel il peut être à la fois positif et négatif. Et puis enfin, on abordera les solutions. Et si on a un petit peu de temps, peut-être des techniques de résolution de conflits à travers l'IFS, l'Internal Family System. Potentiel des écrans, sur qui, sur quoi. Donc ici, on s'intéresse principalement à la famille. Mais la famille, c'est un centre, c'est un lien entre différents milieux, la vie scolaire, la vie économique. C'est la construction du potentiel humain de l'enfant. Donc c'est un centre pour les écrans, un centre de conflit et un centre de résolution de conflits. Au niveau des chiffres, il faut savoir qu'il y a 3h30 à peu près par jour sur les écrans pour les enfants de 4 à 14 ans en moyenne en France, et ça c'est un minimum. 95% des enfants mineurs surfent sur Internet en 2010 et 73% des jeunes ont un profil Facebook. Donc voilà, les écrans font partie intégrante de nos vies. Ils interviennent dans toutes nos sphères. Ils ont donc un impact important et on va voir donc en quoi cet impact en termes de potentiel peut être source de conflit. Le potentiel vient d'où? Il vient d'abord des machines et des écrans. Donc, à l'origine, ce sont des machines qui ont été créées pour calculer. Et au fur et à mesure, elles ont développé des compétences. L'idée étant, à travers l'intelligence artificielle, c'est que ces écrans, ces machines, peuvent développer des compétences humaines, mais beaucoup plus puissantes que celles que les hommes utilisent. Donc, par exemple, pour le calcul, on est incapable de faire les calculs que font les machines. Pareil pour la vitesse de traitement, également pour l'interface ou l'interactivité. On met en relation un nombre de personnes que le cerveau, lui, ne serait pas en mesure de mettre en relation de lui-même. Le potentiel vient ici de la nature multiple des utilisations. Donc, on utilise les écrans aujourd'hui pour faire une multitude de choses, s'informer, apprendre, former, learning, mock, avoir des relations, se connecter, se divertir, se détendre, comprendre le monde et puis également se connaître. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que jusqu'à présent, pour que l'homme se connaisse, il avait besoin d'une image humaine devant lui. Et aujourd'hui, les écrans sont une autre interface humaine qui permet à un individu de se connaître. Cette fenêtre est néanmoins limitée. Elle est limitée par quoi? Et donc ça, c'est fondamental et ça démystifie un petit peu les écrans. Elle est limitée par le matériel branché à des programmes qui sont déjà programmés par qui? Par des êtres humains, avec des objectifs et des intentions en fonction des personnes qui les programment et de l'utilisation qu'on va en faire. L'utilisation qu'on en fait, elle est en général commerciale. Donc vous comprenez bien que les intentions de ceux qui produisent les logiciels ou les outils informatiques ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des utilisateurs, même si on prend en compte les besoins des utilisateurs pour pouvoir vendre ces objets. Elle est aussi limitée, cette fenêtre sur le monde, donc sans les écrans, à un cadre donc qui est fixé par les distributeurs, les publicitaires, les fabricants et aussi les législateurs. Et aujourd'hui, la législation, elle est nationale, mais elle est aussi internationale. Cette multiplicité des acteurs et des influences va donc être une source de conflits et on va avoir donc plusieurs acteurs qui ne vont pas forcément avoir les mêmes intérêts et qui vont donc créer des conflits entre eux, mais aussi des conflits à l'intérieur des utilisateurs. Multiplicité des utilisations, on voit que les acteurs et les influences vont donc créer du conflit. À titre d'exemple, un conflit d'intérêt entre un producteur qui va par exemple vendre un jeu pour des enfants et qui va avoir comme objectif, en faisant en sorte que ce jeu soit très attractif, que l'enfant passe un maximum de temps. Et pour les familles, il va y avoir plutôt une autre préoccupation qui va être celle de limiter le temps écran pour les enfants pour qu'ils puissent participer à d'autres activités tout aussi constructives qui sont le sport, le livre, le théâtre ou les devoirs pour l'école le lendemain. Une utilisation multiple qui peut générer aussi des conflits puisqu'on utilise les écrans dans plusieurs champs de nos vies, professionnels, familiales, scolaires, amoureux,
Donc on vient de voir que ça peut être une relation amoureuse tout à fait épanouie, mais ça peut être aussi catastrophique pour les adolescents à travers le cyberharcèlement. Une multiplicité des utilisations, donc avec le même écran. Donc ça, c'est vraiment aussi une révolution, c'est-à-dire qu'on n'a pas plusieurs écrans pour plusieurs utilisations. On a un seul écran, le smartphone, la tablette, mais on peut l'utiliser de différentes façons. Ça crée des facilités d'accès et donc ça rend l'outil extrêmement intéressant au point où on a du mal à s'en passer aujourd'hui. Il y a une immédiateté, une instantanéité qui fait qu'on a un attachement réel à cet écran et qu'on est conditionné par son utilisation. Et il y a une centralisation des tâches et du stockage qui le rend quasiment indispensable aujourd'hui. Le dernier conflit, c'est celui sur la gratuité. Donc oui, a priori, on a les outils, un certain nombre de services sont gratuits, mais en réalité, cette gratuité-là, elle a un coût. C'est le big data, donc c'est ce qu'on appelle, c'est l'endroit où vont être stockées nos données. Donc c'est très important d'apprendre aux enfants et d'apprendre au sein des familles que les données que nous échangeons à travers les écrans, on a très peu de maîtrise sur elles. On a la possibilité effectivement de les stocker sur nos propres logiciels, sur nos propres ordinateurs, mais très souvent, notamment sur les smartphones, elles ne sont pas stockées sur nos matériels. Elles sont stockées à l'extérieur, donc dans des serveurs qui sont situés dans des data centers, donc des grands espaces où on stocke les données, et elles appartiennent aux entreprises du net. Donc elles ne nous appartiennent pas, et ça c'est un coût parce que pour notre confidentialité et pour notre exposition commerciale, voilà, on peut faire des propositions de services sur mesure et savoir à peu près quels sont nos comportements de vie au quotidien, sans qu'on ait vraiment de maîtrise dessus. Donc le multimédia génère des conflits pouvant devenir destructeurs de temps, de liens, de mémoire, de santé, d'imagination et de relations à soi et aux autres. Ceci va constituer un véritable défi pour les familles qui vont être confrontées en fait à un potentiel positif extrêmement important, qui n'est pas contrôlable pour nous en tant que parents, mais qui est encore moins contrôlable pour les enfants. Donc avec un accès facile, une source d'information riche, une plus grande liberté donc dans l'échange d'informations qui est très intéressante, un apprentissage de la coopération qui est aussi attractif notamment pour les jeunes, une communication horizontale beaucoup plus que verticale. Donc là, comme on en a beaucoup parlé et que j'interviens du coup à la fin, inutile de revenir dessus, un éveil plutôt au sens sonore et visuel, et une certaine curiosité sur le monde qui est intéressante, une communauté, un apprentissage en tout cas de ce que c'est qu'une communauté puisque les réseaux fonctionnent en communauté, et un apprentissage d'une autre forme d'interaction qui est ce qu'elle est, mais qui en tout cas reste une interaction puisqu'on reste en contact avec les autres et on communique avec les autres grâce à ces écrans. Avec des possibilités de partage gratuit, donc ça c'est aussi quelque chose de nouveau et d'assez intéressant au niveau de ces écrans, et une construction collective possible, tout en respectant les autres modes finalement de transmission et de communication que sont l'écriture, puisqu'on est obligé d'écrire sur un écran, ou les autres types de communication. C'est un moyen d'insertion sociale affectif puissant, voilà. Donc on l'a vu à travers l'utilisation des réseaux sociaux, sur le fait qu'on peut utiliser des jeux par groupe. Et puis c'est un moyen d'insertion sociale parce qu'il y a une très très forte efficacité de ces outils au niveau professionnel. Aujourd'hui, il n'est pas envisageable pour une famille de se passer de ces outils parce que ils conditionnent la réussite souvent professionnelle des enfants et des adultes. C'est des outils de divertissement très variés, donc à travers les écrans, outils de divertissement direct quand on regarde quelque chose sur les écrans, mais aussi outils de divertissement de recherche. Donc on va pouvoir aller au théâtre à travers l'écran en prenant une place de théâtre par exemple. C'est un gain de temps et de coût sur la consommation et les tâches techniques.
Et puis, le rôle de l'image est vraiment le point fort des écrans, cette réalité virtuelle qui est créée à travers le jeu de l'image et des vidéos, et qui est complètement complémentaire du texte et qui va développer donc deux types d'intelligence nouvelles et donc des compétences probablement nouvelles chez les jeunes, avec non pas simplement une intelligence cristallisée qui passe par l'écriture, mais aussi une intelligence spatiale et beaucoup plus ludique pour l'apprentissage. Néanmoins, malgré tous ces avantages et ces potentiels, comme on l'a vu durant la journée, les écrans restent des éléments à risque et peuvent provoquer des dommages. Et c'est vraiment une source de tension chez les familles parce que les parents sont normalement responsables de l'évolution et de l'éducation des enfants. Et ça pose de véritables conflits internes parce qu'on n'a aucune maîtrise de ces outils. Donc on les découvre. Les enfants les découvrent beaucoup plus vite que nous, mais eux aussi les découvrent. Et donc on réfléchit ensemble et on découvre ensemble l'impact de ces outils et leurs effets positifs comme néfastes. Donc parmi les dommages, c'est une information qui est rarement structurée, donc on a l'impression que parfois ça déstructure l'esprit. Elle est très volatile, l'information, elle n'est pas sourcée, donc elle demande des compétences avant de pouvoir l'utiliser vraiment comme un potentiel positif. Ces compétences-là, ce sont l'analyse et l'organisation. Ça veut dire que quand on veut utiliser le potentiel des écrans, il est important que les membres de la famille soient déjà construits et qu'on ait une réflexion au sein de la famille pour transmettre des compétences classiques et pouvoir utiliser au mieux ces écrans. L'une des croyances qu'ont les jeunes, c'est que les écrans peuvent tout faire. Donc voilà, je disais tout à l'heure que j'avais un jeune à qui je posais la question: pourquoi est-ce que tu peux pas te séparer de ton smartphone? Parce que je peux tout faire avec, donc c'est extrêmement pratique. À côté de ça, le temps de traitement est très long. C'est un outil instantané qui provoque l'instantanéité et qui est conçu donc plus sur notre facette automate, donc avec des stimulus sonores et des stimulus en termes d'image, qui créent chez nous une forme de dépendance consciente ou inconsciente. Donc voilà, par exemple les notifications, le bruit que font les notifications, ou le fait que on ait à chaque arrivée de message instantanément un bruit, ça nous déconcentre d'une part et ça nous empêche de prendre de la distance vis-à-vis de ces outils. Les compétences à développer par rapport à cette dépendance ou à ce temps de traitement, c'est la capacité de sélection, la créativité, donc être toujours intéressé par cette créativité et avoir envie d'aller plus loin que les possibilités offertes par ces outils, et puis l'autonomie. Donc l'autonomie, ça signifie être conscient au moment où j'utilise où je suis dans l'utilisation face à l'écran et pouvoir faire des choix responsables en conscience devant les écrans. Et ça s'acquiert pas à 2 ans ou à 3 ans. Donc, du coup, une bonne utilisation des outils nécessite une construction de l'enfant au préalable. Communication et relations rapides et superficielles avec interaction multiple, donc ça augmente tous nos contacts. Donc on a vu les limites de cette communication qui peut être vite très superficielle et ne pas être une vraie interaction interpersonnelle. Donc moi je considère que les écrans ne peuvent pas remplacer aujourd'hui les relations interpersonnelles, et on a besoin d'accompagner les enfants dans la découverte de cette interaction virtuelle. On a besoin de les accompagner pour qu'ils puissent prendre du recul, qu'ils puissent analyser et qu'ils puissent, là je vais rajouter du coup par rapport au harcèlement, sonner l'alarme quand il y a un danger à l'horizon. L'autre effet dommageable des écrans, c'est qu'il y a une saturation des cerveaux parce qu'il y a un nombre d'informations qui circulent, qui est impressionnante, auquel nous ne sommes pas habitués. Donc on a plusieurs canaux de communication et on reçoit des multitudes de messages par plusieurs types de canaux de communication. Et donc on a une saturation du cerveau qui est moins disponible du coup à faire d'autres choses et qui favorise, donc selon les recherches très établies, la déconcentration,
associé à une multitâche qui peut provoquer de la fatigue et du stress. Pourquoi? Parce que le cerveau, lui, est séquentiel, même si on a l'impression, et il a cette capacité parce qu'il a une certaine vitesse à faire plusieurs choses à la fois, c'est qu'une impression. En réalité, il passe d'une chose à une autre. Donc du coup, c'est très fatigant d'être face aux écrans et de passer comme ça d'une fenêtre à une autre, d'un réseau à un autre, de passer de ses messages textos à son travail sur PowerPoint. Donc l'une des solutions, c'est d'apprendre aux enfants et aux adultes, parce qu'il faut aussi savoir que les parents sont des modèles pour les enfants, apprendre à débrancher. Le réputation, le paraître, qui peut aussi générer de la violence. Donc ça, c'est aussi parce que c'est des outils qui sont fondés sur nos besoins affectifs d'appartenance, voilà, une catégorie, et puis sur nos besoins aussi psychiques identitaires. Donc du coup, ce sont des outils qui vont être beaucoup sur cette fibre-là. Et il y a tout un travail sur peut-être à faire avec les enfants notamment sur ce que c'est qu'une socialisation directe et ce que c'est qu'une socialisation par le net ou par les écrans et ce qu'elle implique en termes de réputation et tous les risques qu'il peut y avoir derrière, parce qu'on peut construire une réputation mais on peut la détruire aussi vite. Au niveau de la santé, alors ça c'est un bloc énorme, donc l'effet de la lumière bleue, l'effet sur le sommeil, parce que voilà, ce sont des outils qui nous stimulent, l'effet sur l'attention et l'effet sur l'environnement. À titre juste d'exemple, on a une augmentation en 8 ans de 70% des ophtalmologues. Donc ça c'est pour les problèmes des yeux. Donc moi je sais que j'en ai 4 et là les 2 premiers ont des lunettes. Je sais pas si c'est un indicateur ou pas, mais en tout cas l'augmentation des besoins en ophtalmologue révèle certainement quelque chose dans notre société. Et la dernière chose, mais ça c'est vraiment ce que je pense crée le plus d'insécurité dans la famille, c'est ce risque de perte de confidentialité et cette forte exposition à l'extérieur de l'intérieur, puisqu'en fait, le monde sur le net, c'est finalement une toile qui pourrait correspondre au monde extérieur, à part que c'est peut-être pas des personnages réels, mais c'est à peu près les mêmes mécanismes qui rentrent en jeu. La seule différence, c'est qu'autrefois, il fallait franchir le seuil de la porte pour être à l'extérieur, et aujourd'hui, on est complètement démunis sur l'exposition de la famille et des enfants notamment à l'extérieur, puisqu'il suffit juste de cliquer sur mon ordinateur pour me retrouver à l'extérieur. Donc, avec des effets négatifs également sur la mémoire et peut-être sur le sentiment de sécurité. Et on a l'impression que les enfants sont, enfin en tout cas de par l'écoute que l'on a des enseignants et parfois des parents, que les enfants sont plus agités et probablement que cela contribue à cette agitation. Donc voilà, les interrogations des familles, c'est que la vie c'est une expérience réelle et humaine. Par exemple, une respiration, elle peut pas être virtuelle. Donc voilà, les limites des écrans s'ils prennent trop de place. Et finalement, est-ce qu'on passe pas à côté de l'expérience réelle et humaine? Le temps libre pour le cerveau, donc ça c'est aussi quelque chose de très important et qui est source de stress et de fatigue, on l'a dit. Le temps pour les écrans est-il un temps pour la vie? Et la vitesse de l'homme est-il vraiment celle des machines? Probablement que non. Le nombre de vitesses de l'image crée de la déconcentration. L'instantanéité et les multitâches ne sont pas forcément adaptées à notre cerveau. Donc ça nécessite pour nous des efforts. Et la dernière chose, c'est cette idée que, sur les interrogations des familles, cette idée qu'on ne sait plus trop qui gouverne quand on est face à l'écran, vu que ce sont des stimulus qui appellent plus notre dimension humaine automate. Voilà, je clique sans trop réfléchir, et puis après je réfléchis aux conséquences, qui gouvernent en moi au moment où je suis devant l'écran. Avec cette idée qu'on perd aussi la notion de l'effort, puisque c'est un outil qui nous rend la vie facile, qui est facile d'utilisation et qui peut nous faire perdre la notion d'effort. Il y avait cette petite image qui m'a fait rire, juste pour dédramatiser, c'est qu'il y a une autre époque où c'était peut-être les livres qui pouvaient constituer un frein technologique entre guillemets. Donc ça, c'est une c'est une œuvre qui m'a amusée. Donc là, l'idée de l'œuvre, c'est que pour rester connecté avec le cœur,
on a besoin de piétiner le livre. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas besoin de piétiner l'écran pour rester connecté réellement, simplement? Le défi pour les familles, donc il y a 4 défis principaux. La relation au présent. Donc on est à la fois déconnecté face au présent, les personnes qui sont autour de nous, et on le voit sur l'image, mais on peut être aussi déconnecté par rapport au présent, au sens de centrage, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plein d'expériences sur YouTube assez rigolotes là-dessus. Par exemple, des enfants devant des écrans, on déménage la pièce, ils ne se rendent pas compte. La relation à la réalité, qui est le deuxième défi. Donc il y a une attraction irrésistible de ces outils pour tous. Et les sens utilisés ne sont pas les mêmes, et donc on peut avoir une interrogation sur notre perception de la réalité qui passerait par le petit écran. Les effets, donc, ils peuvent être finalement inverses à ceux qui sont attendus par les écrans. On peut être conduit finalement à moins de socialisation familiale, à moins d'intimité certainement, et un surplus de stress et de fatigue. Et puis la question sur les besoins vitaux, c'est-à-dire que ce sont des outils tellement attractifs que quand ils sont utilisés avec abus, on peut oublier d'en manger pour certains jeunes. Donc on peut avoir des gens au cabinet qui oublient de prendre soin d'eux tellement ils sont accaparés par les outils. Et puis l'image, là, on dit long aussi sur le temps, c'est la vie. Dans quoi la famille investit son temps. Donc on voit bien que dans l'image, quand on est en forêt, où on utilise une forme de connexion réelle à l'autre, d'écoute attentif. Et puis l'image d'au-dessus, où quand on est connecté, ou même si on se parle, on n'est pas trop sûr qu'il y a une véritable écoute. Quel objectif la famille donne au potentiel des écrans? Ça, c'est la première étape pour pouvoir utiliser les potentiels écrans d'une façon intelligente. Donc, il y a une multitude de questions à se poser. Est-ce que je les utilise pour l'insertion économique et sociale? Et dans ce cas-là, effectivement, ils peuvent être très efficaces, voire fondamentaux. Est-ce que je les utilise pour développer le potentiel humain de l'enfant? Alors là, il y a beaucoup plus de doutes. Voilà, un enfant, en tout cas très jeune, a besoin d'acquérir un certain nombre de compétences avant de passer aux écrans. Est-ce que j'utilise pour le bonheur de la famille? Il faut savoir comment. Donc, il y a effectivement une utilisation d'écran qui peut être collective dans la famille, qui est très intéressante, mais il y a une utilisation individuelle qui mérite d'être interrogée. Qu'est-ce que je partage et avec qui? Donc ça, c'est une question fondamentale aussi. Avec un travail à faire à l'égard des enfants qui se rendent absolument pas compte de ce qu'ils font sur les écrans, parce que pour eux, ils sont en communication, ils ne considèrent pas forcément l'impact de ce qu'ils partagent, au-delà du fait que ça peut être par la contrainte. L'occupation des enfants, donc alors là il y a un grand danger, c'est que c'est des outils tellement efficaces pour occuper nos enfants qu'on risque de les oublier devant. Et puis la notion d'avoir du plaisir immédiat qui est aussi un des fondements de ces outils du net, notamment pour les enfants, donc le plaisir du jeu, le plaisir d'être en relation avec mes amis à travers l'écran. Donc c'est un plaisir immédiat, et ce plaisir immédiat il se fait parfois au détriment du plaisir à long terme, qui nécessite lui un effort et un investissement. Et puis la pire des utilisations, c'est être comme tout le monde et donc n'avoir aucune réflexion sur ces outils et ne pas choisir d'être acteur de sa vie, être un simple consommateur. La stratégie, donc il y a des possibilités de se libérer face aux écrans et d'adopter une stratégie pour en faire des potentiels positifs. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les écrans éduquent, donc c'est une fenêtre sur le monde, et qu'on a donc 2 mondes, un monde réel et puis une fenêtre sur le réel. Le monde réel, il a déjà des codes donc qui sont transmis normalement, qu'on a déjà reçus et que l'on transmet aux enfants. Le monde virtuel, lui, il reste à découvrir. Donc là, des enjeux fondamentaux pour les familles, c'est effectivement de découvrir ce monde virtuel, de faire l'effort de le comprendre, de se l'approprier, de le connaître, de le prendre le temps de le maîtriser et de le partager aussi avec ses enfants et de partager ce qu'ils font dessus et de faire, en fonction de tout ça, ses choix et donc de continuer à choisir. Des choses très simples, ça peut être comprendre les notices, les cadres juridiques en amont et connaître les parties prenantes, leurs intentions, notamment les intentions des programmes et des jeux, les intérêts des publicitaires, des marketeurs, des producteurs, des éducateurs et des utilisateurs qui ne sont pas toujours bien intentionnés également.
Quels sont les outils face aux écrans pour en faire des potentiels positifs? Donc, on a plusieurs, des livres, des sites, des jeux interactifs. Et puis, il y a aussi le débat à l'intérieur de la famille qui peut être un très bon outil pour conscientiser les échanges et les choix sur la toile et le multimédia, pour s'interroger et faire des choix sur les invitations d'activités. Donc, apprendre à ne pas cliquer et à acheter automatiquement. Choisir ses amis, ses réseaux, ses jeux, ce que l'on partage. Donc, finalement, savoir dire non à ces écrans et à ces clics. Et à ce besoin de socialisation qu'ont naturellement les enfants. De la prévention pour les plus jeunes, donc le conseil idéal, ça serait de les initier avant de les mettre en autonomie devant les écrans, et de poser un cadre commun en famille, en donnant bien sûr l'exemple quand on est parent, parce que je crois que le pire, c'est donner des leçons par la langue, et avoir un comportement qui invite à toute autre chose. Donc là, vous avez par exemple 2 exemples, un parcours pédagogique pour décrypter l'information destinée aux plus jeunes, et puis un excellent jeu que j'ai testé à la Cité des Sciences qui est accessible, que vous pouvez avoir à la fois en jeu pour expliquer les règles de Facebook et ses dangers, et que vous pouvez avoir aussi en jeu interactif, donc vous pouvez vous amuser avec les enfants, et c'est franchement très sympa et ça a beaucoup plu aux enfants. Quels outils face aux écrans pour en faire des potentiels? On peut développer, l'outil principal, me semble-t-il, c'est développer le potentiel de la famille dans son ensemble, et notamment ceux des enfants. C'est la garantie d'une meilleure utilisation des écrans, et puis d'accompagner au développement des capacités des enfants au niveau technique, mais aussi philosophique et moral et psychique concernant les enfants. Alors, il y a des techniques, par exemple la discussion préparatoire, c'est-à-dire que ça sert à rien d'intervenir à chaud quand il s'agit des écrans. Il faut vraiment avoir conscience que, au niveau affectif et au niveau des stimulus, c'est extrêmement puissant. L'enfant n'est pas capable de gérer émotionnellement le fait qu'on lui retire brutalement ses objets. On est parfois obligé de le faire par nécessité et pour marquer un peu l'autorité, mais en réalité, il faut éviter. L'idéal, c'est plutôt d'avoir des discussions préparatoires en fixant des règles et puis des punitions possibles, hein, même si je suis pas pro la punition, mais là, voilà, donc retirer, si c'est quand on a contractualisé quelque chose, aller jusqu'au bout de la contractualisation et ne pas hésiter à poser des limites. Apprendre aux enfants comment fonctionne un être humain, c'est aussi une façon peut-être de les libérer de ces écrans. Moi, j'ai pas trouvé d'autre chose. Donc, lui faire prendre conscience de ses besoins, de ses atouts, de ses limites aussi. Ça, c'est très important. Donc, ok, d'accord, tu aimes les jeux, tu aimes les écrans, mais tu as aussi besoin de sommeil. Et si tu dors pas, tu es énervé ce matin. Il y a peut-être une raison. Donc, voilà. Les potentiels oubliés à travers les écrans, c'est l'utilisation du corps et la connexion au monde intérieur. Donc on se connecte beaucoup à l'extérieur avec ces outils, mais très peu à l'intérieur. Or, on a des besoins hyper fondamentaux au niveau psychique de connexion à l'intérieur de soi et de connexion à son corps. Et c'est important pour le cerveau, c'est important pour le corps, c'est important pour l'esprit, le cœur, les intuitions, les rêves. Et le self, c'est tout ça réuni dans l'Internal Family System, qui est un moyen aussi de gérer ces conflits. Donc le corps et l'esprit sont des supports essentiels pour affronter le monde réel comme le monde virtuel, donc surtout à ne pas négliger dans les activités familiales. Quels outils face aux écrans? Se déconnecter pour mieux se reconnecter, donc à savoir prendre du recul. Donc il y a plein de thérapies aujourd'hui. Là il y a quelques livres, 2 heures chrono pour déconnecter, débrancher vos enfants. Donc vous avez plein de littérature qui vous permettent d'essayer d'avoir une stratégie pour un moment donné, pendant une dizaine de jours ou même pendant le week-end, on part à la campagne et on oublie les portables, on oublie les écrans, on oublie Internet et on voit ce que ça donne et on discute surtout. Comment tu te sens, comment c'était ce week-end, quelle était la différence, est-ce que tu as ressenti un vrai manque, voilà. Donc aborder la question sous un angle expérimental. Faire prendre conscience que l'écran répond à des besoins, oui, mais il y a beaucoup de besoins auxquels il ne répond pas. Et voilà. Et utiliser les écrans en tant qu'outil quand c'est possible. Et conscientiser quand c'est pas possible, quand les outils sont utilisés comme substituts affectifs. Conscientiser qu'ils ont une dimension affective dans notre vie et qu'on a du mal à s'en passer. Et trouver ses propres solutions. Les solutions, du coup, si j'ai le temps, je vais introduire l'Internal Family System. J'ai le temps ou pas? Super. Donc les solutions, une des solutions, c'est cette forme de thérapie qui nous vient des États-Unis. Dans cette thérapie, ce qui est très intéressant, c'est qu'on distingue différentes parties chez l'homme.
On va distinguer donc deux grosses parties. On va dire le self, hein, qui est donc là j'arrive pas à lire, je vais m'approcher là, ça te va? Le self, donc nous sommes dotés naturellement d'un guide intérieur compatissant, donc on appelle le self, qui est à la fois actif, délimité, mais aussi transcendant et unifiant. Il est connecté à nos parties intérieures et il va agir, ce self, à partir de l'inspiration. Et il nous permet d'équilibrer et d'harmoniser notre système. Donc selon cette analyse voilà, psychologique, on est tous dotés de ce self naturellement, enfants, grands, tous les êtres humains. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et il a des qualités de leader incarné. Donc ces qualités, c'est le calme, la curiosité, la compassion, la confiance, le courage, la connectivité, la créativité. Toutes ces qualités que nous avons tous en nous et qui sont présentes en particulier chez les enfants. Et ces qualités, elles peuvent être cachées, couvertes, voilées par des parties que nous avons aussi en nous. Et ces parties, elles sont toujours bien intentionnées et elles nous aident à nous comprendre. Elles sont en général les caractéristiques de notre personnalité. Elles sont très saines à l'origine, mais l'expérience de la vie, les traumatismes, l'histoire de l'individu peut faire en sorte que cette partie va changer de rôle. Et donc, au lieu d'adopter un rôle sain, elle peut avoir un rôle qui peut être nuisible pour le système. Et ça va créer une déconnexion, donc des doubles personnalités. Donc on va avoir ces parties vont se déconnecter de ce self qui a toutes les qualités pour incarner un bon leader, et ça va créer donc des conflits, des déséquilibres à l'intérieur de nous. Lorsque les parties refont confiance au self, le self reprend le leadership et toutes ces qualités qui sont les qualités d'une meilleure gestion de soi et des relations aux autres et des relations aux machines aussi. Lorsque ces qualités refont surface, le système et les parties jouent leur véritable rôle et on retrouve une harmonie. Et on a à côté de ces parties, en fait, on peut les cataloguer en trois autres acteurs à l'intérieur de nous. Alors c'est un modèle extrêmement complexe, hein, donc j'essaye de le simplifier au maximum, mais évidemment vous m'excusez si je vais trop loin dans la simplification, mais j'ai pas trop le choix en 5 minutes. Donc on a d'abord les exilés. Ces exilés, c'est ceux qui contiennent toutes nos émotions douloureuses, qui ont été isolés de la conscience du soi, pour la protection du système et pour la sécurité des parties. C'est-à-dire qu'on a des douleurs tellement fortes parfois qu'on préfère les oublier. Donc on les met de côté. Donc on les appelle des exilés. Et ces exilés, ils vont porter des fardeaux. Et on a des pompiers et des managers, donc ils portent bien leur nom, vous allez voir pourquoi. C'est ce sont les protecteurs de notre système. Donc ils savent que si ces douleurs remontent, elles vont susciter trop d'émotions et elles vont complètement submerger le système. Donc ça va être des crises de colère, ça va être des crises, ça va être de la dépression, donc ça va être voilà des mécanismes de déséquilibre profond. Et donc on a des managers et des pompiers qui vont servir donc de protecteurs du système. Donc le manager, il va tenter de contrôler chaque situation et relation afin de protéger l'individu pour lui éviter d'être blessé ou de se sentir rejeté. Et là, pile poil, par exemple sur les réseaux, pourquoi est-ce que les enfants parfois vont être amenés à continuer à être sur des réseaux nocifs, c'est qu'ils vont avoir tellement peur de la blessure du rejet qu'ils vont préférer continuer à y être plutôt que se faire rejeter du système. Donc c'est terrible, mais c'est ça. Et le manager joue ce rôle de maintenir cela. Les pompiers, eux, ils protègent le système et ils agissent une fois que les exilés sont activés. C'est-à-dire qu'il va y avoir un événement qui va venir faire apparaître une douleur profonde qui n'a pas été réglée chez l'individu. Et quand cette douleur, elle est là, le pompier, il arrive, il dit « Oh là 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 là, faut qu'on oublie ». Donc, je sais pas, n'importe quoi. Tiens, on a parlé malheureusement des abus sexuels. Et ben, il peut y avoir une personne qui a subi un abus sexuel. Elle arrive dans le foyer familial et elle va susciter donc l'intervention de cet exilé. Donc, c'est la panique à l'intérieur. Et on a un pompier qui va venir protéger ce système pour éviter l'action de l'exilé. Et comment il va protéger ce système? Il va agir en faisant diversion. Donc, il va commander, on va dire, à la personne de s'occuper au maximum pour qu'elle oublie cette douleur qui est l'exilé. Alors, voilà. En tout cas, l'idée, c'est que du coup, les écrans étant très attractifs,
pouvant nous occuper énormément, comme le travail ou l'alcool ou d'autres types de drogues, ils peuvent devenir en fait des pompiers ou des managers dans notre système. Donc ça, c'est le lien que l'on peut faire avec l'IFS. Alors, ce qui est intéressant avec cette thérapie, c'est qu'elle propose aussi des solutions. C'est-à-dire que c'est pas comme la psychanalyse. Bon, voilà, il y a juste les faits et puis on va pendant des années peut-être travailler sur un événement, et je la trouve super efficace parce qu'elle agit très très vite sur les problématiques. Elle identifie les peurs autour, là ici par exemple autour des écrans, mais ça peut être d'autres problématiques. Et elle invite en fait la personne à aller chercher toutes ces parties, à prendre conscience de toutes ces parties et à aller elle-même se connecter à ces parties, permettre à son self de se reconnecter à ces parties, faire tout un travail où ces parties vont refaire confiance au self jusqu'à ce que la relation entre les parties et le self se fasse et que le self reprenne le contrôle du système. En 2 mots, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On a des comportements d'automates parfois, il faut en avoir conscience, ça fait partie de nos limites. Ces comportements d'automates-là, ils font face à une conscience que l'on a aussi, qu'on peut appeler self ou autrement. Et quand la conscience reprend le dessus, elle est capable de gérer les automates humains. Donc aujourd'hui, on est capable de se réunir aujourd'hui, de prendre du recul par rapport aux écrans et de se dire, de trouver des solutions par rapport aux écrans. Donc, comprendre les réactions et les choix mis en place par le système pour se protéger de ces peurs. Donc, ça, c'est la première étape. Identifier les besoins autour des écrans, parce que si on est devant les écrans, c'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Proposer un contrat qui répond à toutes les peurs. Quand je dis toutes les peurs, c'est les peurs intérieures, mais c'est aussi les peurs des autres. Donc, quand on est enfant, on n'a pas les mêmes peurs que quand on est parent. Donc, la peur des parents, ça va être « tu es trop sur l'écran ». Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que je suis en train de travailler sur mon écran et que j'ai un devoir demain et que donc il n'y a pas de raison que tu m'embêtes aujourd'hui par rapport à mon écran. Et la peur des enfants, ça va être tout autre chose. Je vais perdre mes amis si je quitte cet écran. Donc c'est une peur réelle et importante. Proposer un contrat donc qui répond à toutes les peurs de chacun d'entre nous à l'intérieur de nous et les peurs des parties prenantes qui sont concernées par les problématiques autour des écrans, et prendre en compte aussi le besoin de tous ces acteurs et le poser, l'exprimer. Conscientiser, favoriser, consolider et préserver la qualité du dialogue intérieur. Donc ça demande du temps. Donc du coup, ça peut pas se faire forcément devant les écrans. Redonner du pouvoir au self dans les choix de vie et proposer des solutions en conscience de mes parties et de mon self et réharmoniser et développer le potentiel humain face aux écrans.